La concertation nationale des acteurs politiques initiée par le ministère de l'Administration territoriale des collectivités locales a vu ces derniers travaux se dérouler sans la DMK. En effet, la dynamique Monseigneur Quadro a boycotté pour une seconde fois les travaux de la CNAP tenus le 21 janvier dernier. Quelles sont les raisons qui ont été évoquées par ce regroupement de partis politiques et d'OSC? De quelle marge de manœuvre dispose la DMK aujourd'hui pour tirer son épingle du jeu? La dynamique Monseigneur Quadro a-t-elle les moyens de sa politique? Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson est notre invitée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, tel que je l'annonçais déjà dans l'introduction, nous sommes aujourd'hui dans cette émission avec Madame Brigitte Kafui Adjamagbo, qui n'est plus à présenter, l'une des rares femmes à se battre ici en politique au Togo. Déjà, avoir des femmes battantes en politique, c'est pas évident, n'est-ce pas? Madame Adjamagbo, bonsoir. Bonsoir et je suis heureuse de me retrouver dans vos studios et je vois que vous êtes bien installés. Oui, vous avez raison, c'est pas évident, c'est un défi permanent. On est permanemment dans le défi quand on est femme en politique. Alors nous invitons aujourd'hui parce que votre dynamique, la dynamique Monseigneur Quadro a boycotté pour la seconde fois la concertation nationale des acteurs politiques. Donc nous allons en parler. Mais avant ça, nous souhaiterons quand même prendre un peu la santé même de la dynamique Monseigneur Quadro. Bon, on se rappelle déjà, on sait que le président Aguiome Quadro est introuvable depuis un bon moment. Le prélat Monseigneur Quadro également, par moment, Fulbert Atisso, qui n'essaie pas de tacler ce regroupement dont il faisait un peu partie hier. Bon, madame, dites-nous un peu, que reste-t-il aujourd'hui de la DMK? Eh bien, laissez-moi vous dire et compléter un peu vos informations en informant vos téléspectateurs qu'en réalité, le docteur Agbeyome Kodjo et Monseigneur Quadro ont été contraints d'aller en exil pour préserver leur vie et continuer à mener la lutte. Et vous avez vu effectivement qu'ils se battent. Comment se porte la DMK? La DMK se porte très très bien. Elle se porte comme une force qui a conscience de la lourde responsabilité qu'elle a et qui est de faire en sorte que les aspirations des Togolais exprimées depuis je ne sais combien d'élections présidentielles, je veux dire la volonté de se sortir de la dictature, qu'elle n'arrête pas, que le peuple n'arrête pas d'exprimer à chaque élection présidentielle et qu'elle a exprimé la dernière fois le 22 février 2020, eh bien, nous avons la lourde responsabilité de concrétiser cette aspiration profonde à l'alternance pour bâtir un Togo véritablement démocratique. D'accord, vous avez fait référence tout à l'heure à toutes ces élections présidentielles auxquelles le Togolais a eu à participer et tout naturellement les dernières élections présidentielles du 22 février dernier. Madame, apparemment le constat est là, ça se répète tout le temps, c'est pratiquement la même chose. Finalement, qu'est-ce que vous tirez comme leçon des dernières élections présidentielles du 22 février par exemple? Non. La leçon que nous avons tirée de ce parcours que nous avons eu d'élection présidentielle en élection présidentielle est que, en tournant la page à chaque fois, nous avons en réalité aidé un régime qui est aujourd'hui plus que centenaire, plus d'un demi-siècle. Vous imaginez? Nous l'avons aidé à s'enraciner sans le vouloir. En quoi faisant, madame? Eh bien, en quoi? En tournant la page. En tournant la page à chaque fois sur des élections frauduleuses, des élections qui n'ont pas reflété la volonté des Togolais d'en finir avec le régime dictatorial qui les gouverne. Eh bien, nous avons offert au régime l'opportunité d'élection présidentielle en élection présidentielle de se maintenir. Et la leçon que nous en avons tirée, c'est qu'il faut une rupture.
dans nos stratégies cette fois-ci. D'accord, donc si vous parlez de rupture dans votre stratégie, que très souvent vous avez l'habitude de tourner votre page, je me réfère un peu à la conclusion de votre communiqué du 20 janvier dernier. La conclusion est celle-ci: la DMK exhorte les peuples togolais à rester déterminés jusqu'à l'obtention de la victoire. C'est-à-dire que vous y croyez toujours le 22 février 2020? Eh bien, nous croyons en l'alternance que les Togolais ont voulu le 22 février 2020. Et nous avons raison d'y croire, parce qu'en le faisant, nous avons montré au monde entier que le peuple togolais n'est pas différent des autres peuples d'Afrique de l'Ouest, qui s'expriment aujourd'hui bruyamment, avec fermeté et détermination, en disant « nous rejetons tout le système qui a contribué à maintenir à la tête des pays des dirigeants qui n'ont pas été véritablement choisis par les peuples, des dirigeants qui, en conséquence, n'ont pas pour priorité de travailler pour les intérêts du peuple, mais de défendre d'autres agendas, de défendre d'autres intérêts. Nous, et voyez-vous, les Togolais ne sont pas différents. Tellement nous nous reconnaissons dans la lutte que les autres peuples mènent en ce moment. Et voilà pourquoi, à la DMK, nous n'avons cessé de manifester notre solidarité avec les peuples maliens, guinéens et burkinabés et tout récemment. D'accord. Madame, selon vous, à quoi consiste concrètement la rupture dont vous parlez tout à l'heure? Eh bien, la rupture consiste à ne plus dire « tournons la page, faisons comme si rien ne s'était passé, allons de l'avant ». Nous avons dit cette fois-ci, on ira de l'avant qu'en cherchant ensemble des solutions pour que les aspirations profondes du Togo soient concrétisées. Des Togolais, je veux dire, soient concrétisées. Alors, partant de ce principe, peut-être, je ne sais pas si je me trompe, nous nous rappelons qu'au lendemain des élections du 22 février 2020, Aguiome Kodio s'est autoproclamé président. Dans la foulée, il a nommé un Premier ministre, lequel a formé un gouvernement. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec le gouvernement d'Aguiome Kodio? Eh bien, vous suivez, je ne suis pas du gouvernement, mais vous suivez. Vous voyez très bien que ce gouvernement travaille pas plus tard qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, il a rendu public les conclusions du Conseil qui a été tenu et qui ont trait à la fois aux préoccupations internes au Togo et à celles de la sous-région. D'accord, mais madame, est-ce que c'est réaliste? On est dans le combat. Nous sommes dans le combat et je ne comprends pas pourquoi vous me demandez si c'est réaliste. Combattre une dictature suppose qu'on se fixe des objectifs, qu'on ait un idéal, il faut commencer à rêver et concrétiser ce rêve-là. Sinon, on n'accomplit jamais rien de grand et de bon. D'accord, voilà. Nous allons bientôt parler de la concertation nationale des acteurs politiques que la DMK a eu à boycotter tout récemment. Mais permettez-moi quand même de poser une question de curiosité. Le 30 décembre dernier, l'ex-chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, lançait un appel à l'opposition à l'union de l'opposition togolaise. Qu'est-ce que cela vous inspire, cet appel? Mais c'est une évidence que toutes les forces qui veulent véritablement combattre ce régime doivent se mettre ensemble. D'accord. Et c'est pourquoi j'espère que vous n'irez pas plus loin en me posant des questions qui m'amèneraient à m'opposer à d'autres forces supposées être de l'opposition. Je ne souhaite pas me livrer à cet exercice. Nous avons un adversaire, je connais mon adversaire qui est un système
coriace que je combats. Mais voilà. J'ai quand même prévu pour vous 2 questions de curiosité. J'ai posé la première, je vais boucler avec la deuxième. Peut-être que c'est ce que vous voyez venir. Jean-Pierre Fabre exige des excuses de vous. Vous avez dit que vous n'en présenteriez pas parce que ça ne se fait pas en politique. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça ne rend pas difficile un certain rapprochement ou la réconciliation entre vous deux, finalement? Doit-on dire difficile ou impossible? Je vois bien que vous êtes têtu. Ce que je vous dirais, c'est que toutes les forces qui privilégient l'objectif commun que nous avons sont les bienvenus. La DMK est prête à travailler avec elle. Parfait. Parlons à présent de la concertation nationale des acteurs politiques parce que je veux renoncer à ma têtutesse, comme le dit souvent un ami, je ne veux plus continuer sur cette lancée-là. Alors, le ministère de l'Administration territoriale vous a invité seulement quelques parties de la dynamique Monseigneur Podros, attitude plutôt que vous avez essayé de dénoncer dans votre communiqué du 20 janvier dernier. Alors, est-ce à dire que le pouvoir togolais, en tout cas l'autorité, ne reconnaît plus aujourd'hui la DMK? Il y a un jeu qui consiste à vouloir ne pas reconnaître cette force qui a soutenu la candidature du docteur Agbeyome Kodjo, reconnu lui-même par les résultats officiels que nous contestons comme le deuxième à l'élection présidentielle. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce ne sera pas la première fois dans l'histoire du Togo que des partis politiques, des organisations de la société civile se seront regroupés pour avoir un candidat commun à l'élection présidentielle. Et je vous fais observer que ça s'est toujours fait parce que aucun texte ne l'interdit et que ces coalitions, ces regroupements ont toujours été reconnus comme des interlocuteurs valables du gouvernement. Alors c'est une curiosité que de constater que cette fois-ci, effectivement, le régime semble tout faire pour ignorer la force politique que constitue la DMK, qui est en réalité l'un des protagonistes de la crise que nous traversons, en tout cas dans sa dernière expression depuis le 22 février 2020, parce que nous avons l'habitude de dire que ça fait plus de 3 décennies maintenant que les Togolais sont engagés dans la longue lutte pour la démocratie et ça fait 60 ans bientôt que nous sommes dirigés par la même famille qui incarne le régime au pouvoir. D'accord. Madame, souvent, c'est vrai que vous parlez de crise, que le Togo est en crise, mais souvent quand on remarque sur le terrain, il y a un calme qui semble s'installer. Est-ce que ça ne contraste pas avec la réalité du terrain? Vous savez pourquoi? Merci. Merci de m'emmener à expliquer à l'opinion africaine et internationale la situation atypique que nous vivons au Togo. Vous avez un peuple qui est bâillonné, un peuple dont on a confisqué tous les droits. Vous savez que les Togolais ont l'impression que c'est seulement au Togo que nous avons la crise sanitaire du Covid-19 parce que ça a été un prétexte dont le régime s'est saisi pour corser les lois et les dispositions réglementaires de telle sorte que plus personne n'ait le droit de se regrouper et de manifester en public. Du sang a coulé au Togo. Si on voulait faire ce calcul macabre du nombre de Togolais qui ont perdu leur vie en plus de 3 décennies de lutte, on en serait choqué, édifié. Et donc, stratégiquement,
en tant que responsable politique, eh bien, nous voyons bien que le peuple, tout en restant déterminé, tout en aspirant à voir se concrétiser le changement dont il rêve, eh bien, ce peuple, il craint de sortir. Il a beaucoup donné et en tant que responsable, nous nous disons, il faut faire en sorte que plus aucun Togolais ne perde sa vie. D'accord, l'un des points que vous... Donc, aujourd'hui, j'en rajouterais, nous en sommes arrivés où même la liberté d'expression, d'opinion n'existe plus. Les arrestations arbitraires, on continue à les pratiquer. Pas plus que quelques jours, on a annoncé l'arrestation de militants du PNP, qui est aussi un parti politique de l'opposition, alors que nous avons déjà presque 120 détenus politiques en prison et dont nous demandons la libération. Alors, c'est vous dire que quand vous posez la question de savoir, avoir les Togolais, est-ce que vraiment il y a une crise? Oui, il y a une crise. Ils s'expriment quand ils ont la possibilité de s'exprimer, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous voyez que les Togolais sont devenus un peuple triste qui n'a plus la joie de vivre. Alors, l'une des propositions que vous avez formulées au ministère de l'Administration territoriale pour pouvoir participer aux travaux de la CNAP, c'est justement la question du contentieux né des élections du 22 février 2020. Alors concrètement, qu'est-ce que vous auriez aimé discuter avec l'autorité sur ce coup? Est-ce que la reconnaissance de Messa Ndoye comme président de la République, son installation à la présidence... Les échanges ne vont pas commencer entre vous et moi avant l'ouverture de ce dialogue que nous espérons, parce que nous pensons que le régime... il finira par comprendre qu'il est plus sage pour nous tous, pour les acteurs politiques que nous sommes, de nous asseoir pour voir dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner satisfaction aux Togolais. Il ne s'agit pas d'un individu, je vous entends, on pourrait penser qu'on est en train de se battre pour la victoire d'Agbeyome. Non, non. Ce qui est en jeu, c'est vraiment la démocratie, c'est le respect du suffrage exprimé par les Togolais une énième fois, de leur volonté d'aller vers la démocratie, de leur volonté de choisir véritablement leurs dirigeants et de leur volonté d'installer des dirigeants qui travaillent pour eux, qui ne dépendent pas d'autres forces. D'accord. Madame, dans votre communiqué toujours du 20 janvier, vous avez mentionné le fait que bon, vous n'avez pas tenu à participer aux travaux de la CNAP, mais il y a eu l'ANC puis le CAR qui sont allés et qui sont revenus par la suite. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, à cette allure, est-ce qu'on ne tend pas inexorablement vers les vieux démons? Ben, j'espère que ces vieux démons ne vont pas ressurgir, parce que ça pourrait mal se passer dans le contexte ouest-africain que nous vivons et africain. Qu'est-ce que vous entendez par mal se passer? Des aspirations. Je l'ai dit tantôt, il faut qu'on se ressaisisse et que, en hommes et femmes politiques responsables, nous puissions anticiper sur une évolution que nous n'aurions pas souhaitée, sur une situation que nous n'aurions pas souhaitée pour notre pays. Et donc,
C'est le message que nous essayons de faire passer depuis le début de cette discussion, quand le régime a pris l'initiative d'organiser des discussions en début d'année dernière. Nous nous sommes dit, chiche, ça va être l'opportunité de poser les vrais problèmes. Et nous avons écrit dans ce sens en réponse à l'invitation qui nous a été adressée. Mais, curieusement, nous nous sommes aperçus qu'on a rejeté nos propositions. Pensez-vous, honnêtement, que dans le contexte actuel du Togo, ou au lendemain des élections, d'une élection présidentielle de cette importance, il y a des mécontentements? Est-ce que vous croyez sérieusement qu'on peut discuter pendant que l'un des protagonistes, je veux dire le protagoniste du côté de l'opposition, est dehors, pendant que Monseigneur Philippe Fanouko Podjro, qui est notre patriarche à tous, qui s'est sacrifié, qui s'est dit, il a subi les affres de ce régime. Et à 90 ans, il s'est dit, non, si j'ai une mission à réaliser, c'est aider mon peuple à gagner son combat pour la démocratie. Alors, ce monsieur, avec son grand âge, eh bien, on finit par le faroucher et on l'oblige à aller dehors. Et vous pensez que pendant que le candidat qu'il a soutenu et que les Togolais ont soutenu est dehors, on peut sérieusement discuter et ramener la paix au Togo? Vous pensez que, ok, cette discussion a eu lieu, on a décidé d'installer un cadre permanent de dialogue. Mais c'est un cadre permanent de dialogue qui est le cadre adéquat pour régler une crise? Le cadre permanent de dialogue, très bien, nous applaudissons, mais c'est en situation normale. Ce cadre, il est fait pour discuter des préoccupations et leur trouver des solutions avant qu'elles ne dégénèrent en crise. D'accord. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, nous n'avons rien boycotté du tout. Mais nous attendons le cadre adéquat pour poser les vraies préoccupations. Alors tout au long de cet entretien, vous avez plusieurs fois fait référence au contexte régional, au contexte de la sous-région. Je pense que nous allons appeler un chat un chat. On sait que dans la sous-région actuellement, il y a des coups d'État. Quand vous faites un parallèle avec le Togo, est-ce à dire que vous espérez un coup d'État également au Togo? Non, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Justement, c'est pour ça que je voudrais encore lancer un appel, pour que nous anticipions sur tout ce qui se passe et qu'on puisse dire, les Togolais qui ont souvent l'habitude de donner de mauvais exemples, pour une fois, ils ont donné le bon exemple et ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris le devant et ils ont réglé les problèmes avant que ça ne dégénère. Voilà, c'est mon souhait le plus profond. D'accord. Madame Brigitte Diabago-Johnson, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais je voudrais quand même, avant de conclure, vous demander quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres partis de l'opposition. Je veux parler de la DMK, c'est-à-dire les rapports de la DMK, du PNP de Tikpi Atiadam, de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Nous échangeons de manière informelle. Nous échangeons de manière informelle avec ceux qui veulent bien échanger avec nous. Et nous sommes confiants en ce que notre lutte finira par aboutir parce que nous n'avons pas le choix. Nous tous, y compris ceux que nous combattons, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous entendre. Et nous continuerons à le dire, nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que tout le monde le comprenne et que nous fassions les choses comme il faut, comme le peuple le veut. Parce que, mais nous sommes censés être en démocratie. Et nous, ce vernis démocratique-là qu'on nous a servi pendant 3 décennies maintenant,
On n'en veut plus. Les Togolais ont compris, ils sont fatigués. Ils veulent aller passer à autre chose. Ils veulent vraiment vivre en démocratie, choisir leurs dirigeants. Des dirigeants qui les respectent, qui ne leur font pas peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est la stratégie de ce régime, la stratégie de la peur. Les Togolais n'en veulent pas. Des dirigeants qui défendent surtout leurs intérêts. Madame Adjemago, nous avons passé du temps avec vous à parler de la concertation nationale des acteurs politiques. Nous avons également parlé de la DMK, de l'opposition togolaise de façon générale. Vous avez également su faire un petit crochet avec l'actualité sous-régionale. Nous vous remercions pour votre passage sur la chaîne de Vox Africa. Merci à vous aussi. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de toujours nous accorder votre attention. Je le dirai toujours, vous connaissez le slogan Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. À la prochaine.